De retour donc, qu'est-ce qu'on appelle le produit sanguin? Merci. Le produit sanguin, c'est le produit que nous obtenons après avoir prélevé une poche. Après avoir préparé cette poche, on va sortir les différents composants que renferme cette poche de sang total qui a été prélevée. Et ce sont ces différents composants qu'on va mettre à la disposition des hôpitaux pour les besoins des malades qu'on appelle produits sanguins. Alors, un produit sanguin, c'est le sang? C'est le sang humain. C'est le sang humain? Oui. C'est le plasma aussi? Le plasma est un produit sanguin. Oh, OK. Le concentré de globules rouges est un produit sanguin. Oui. Les plaquettes sont des produits sanguins. Et même le sang total qui a été prélevé, lorsqu'il n'a pas été séparé, devient au finish aussi un produit sanguin. Alors, qui est habilité à donner et à recevoir un produit sanguin? Merci. Tout le monde peut donner du sang. Tous ceux qui sont apparemment en bonne santé peuvent donner du sang. Et pour les bénéficiaires, ce sont des malades. Et les malades sont nombreux. Nous avons par exemple des patients qui souffrent d'insuffisance rénale, qui ont besoin de sang pour leur séance de dialyse. Nous avons par exemple les enfants qui sont en pédiatrie et qui sont anémiés. Ils ont besoin de produits sanguins pour corriger leur anémie. Nous avons les accidentés de la voie publique qui ont aussi besoin de sang. Nous avons dans nos maternités, nos mamans et nos sœurs qui vont accoucher et après l'accouchement, qui font des hémorragies, ont besoin aussi de sang. Donc, en résumé, tous les malades qui ont un déficit en produits sanguins ont besoin de sang pour corriger ces déficits. On va commencer par le prélèvement. Oui. Comment se fait le prélèvement? Le prélèvement est organisé de deux manières. Oui. C'est-à-dire, nous pouvons faire ces prélèvements sur nos sites fixes. Nous avons des sites de transfusion qui sont localisés dans les différentes régions. Donc, dans ces endroits, on peut réaliser les prélèvements. Oui. Nous pouvons aller aussi dans les différentes localités où il n'y a pas de centre de transfusion avec nos équipes mobiles pour réaliser les prélèvements. Et quand un donneur arrive, on prélève au maximum 450 millilitres. Voilà le minimum. volume. Non, au maximum, 450 millilitres. C'est ce qui est prélevé. Et il faut que ce donneur pèse au moins 50 kilos pour qu'on puisse avoir les 450 millilitres. Parce que nous prélevons entre 9 et 10 millilitres par kilo. Okay. Et lorsque le prélèvement est fait, ce prélèvement va être accompagné de tubes. C'est-à-dire on prélève la poche. Oui. Ensuite, on prélève 2 tubes si c'est un donneur régulier, ou bien 3 tubes si c'est un nouveau donneur. Et les tubes ont des couleurs différentes. Tube rouge, tube violet. Le lien entre les tubes et la poche, c'est un numéro identifiant qu'on appelle numéro code à barre, qui est unique pour ces 3 éléments. Donc, une fois le prélèvement est terminé, les tubes et les poches vont emprunter des chemins différents. Les tubes vont aller au laboratoire pour une série d'analyses. Oui. Et la poche va aller dans un autre service qu'on appelle le service de préparation des produits sanguins. Mais au moment où le laboratoire fait ses analyses, les services de préparation des produits sanguins aussi préparent les différents composants sanguins. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et lorsque le laboratoire a fini de valider les résultats, il transmet une fiche d'interface au service de préparation pour leur dire que la collecte que vous avez réalisée dans telle localité à telle date, les résultats ont été validés. Donc, vous pouvez maintenant procéder à l'étiquetage de ces poches-là si ces poches ont été déjà préparées. Donc, une fois que le laboratoire a donné le feu vert, le service de préparation va étiqueter les poches. Et l'étiquetage va consister en réalité à faire un tri entre les poches conformes et les poches non conformes. C'est-à-dire les poches non conformes, c'est des poches qui contiennent des marqueurs. Donc, ces poches-là ne doivent pas être distribuées. On les distribue à l'incinérateur et ces poches seront incinérées. Et c'est les poches conformes qui vont revenir au service de la distribution. Pour plus de compréhension, quand vous parlez de poches conformes... C'est des poches qui ne contiennent pas d'anomalie. D'anomalie, pas de maladie. Pas de maladie. Voilà. Okay. Donc c'est une bonne poche. Et ce sont ces poches-là qui vont arriver au niveau de la distribution. Mais ces poches viennent aussi avec une fiche d'interface où on a tous les détails par groupe sanguin. A+, B+, O+, etc. Et cette fiche d'interface qui accompagne les poches est co-signée
par un agent du service de distribution et par un agent du service de préparation après d'avoir fait les vérifications. Oui, merci de nous permettre d'entrer bien dans vos différents laboratoires, dans votre institut, pour voir un peu ce circuit-là que nous sommes en train de mettre au goût du jour pour nos téléspectateurs. Dites-nous, comment est-ce que ces prélèvements sont transportés, sinon la durée de la conservation aussi? OK. Une fois que les prélèvements ont été réalisés, on va les transporter. Si c'est des collectes dans le milieu ambiant, oui, on peut transporter ces poches-là sans problème. Mais une fois que les poches arrivent au niveau du centre de transfusion, on va ranger ces poches dans des chambres froides. Et les chambres froides sont des chambres froides dont la température varie entre plus 2 et plus 6 degrés. C'est à cette température-là qu'il faut conserver les poches. Ensuite, quand le produit a été préparé et étiqueté, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, en ce moment, il devient un produit sanguin qui va aller maintenant vers les hôpitaux. Et ce sont ces produits sanguins que nous allons mettre à la disposition des hôpitaux qui vont exprimer le besoin. Voilà, des hôpitaux qui vont exprimer le besoin. Au niveau des produits sanguins, oui, également, le concentré de globules rouges est conservé entre plus 2 et plus 6 degrés dans une chambre froide. Si c'est les plaquettes sont conservées sur un agitateur entre 20 et 24 degrés. Et les plaquettes doivent être en agitation continue. C'est pour ça qu'on les conserve dans un agitateur. Si c'est du plasma, c'est dans un congélateur. Et il doit être conservé à moins 30 degrés pendant 1 an. Les plaquettes, c'est pendant 5 jours. Et le concentré de globules rouges, ça dépend de l'anticoagulant qui a servi à faire le prélèvement. Si c'est le CPDA, qui est la citrate phosphate dextrose adénine, la poche sera conservée pendant 35 jours. Mais si c'est le SAGEM, c'est-à-dire saline, glucose, mannitol, adénine, la poche sera conservée pendant 42 jours. Donc voilà un peu la durée de conservation de ces différents produits sanguins. Avant de revenir avec d'autres questions sur les produits sanguins, vous avez évoqué tout à l'heure que la demande des hôpitaux, elle est faite et c'est à vous maintenant de donner tous ces produits sanguins qui sont demandés là, bien sûr, de manière conforme. Il pourrait aussi avoir certains cas, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a un arrêté qui interdit à ce que chaque individu puisse aller s'en procurer pour un malade, mais ça peut arriver dans certains cas, surtout à l'intérieur du pays. Comment est-ce qu'on parle de conservation dans cet état de fait-là, alors? Les conservations, oui, que ce soit au niveau des hôpitaux, oui, comme au niveau du centre de transfusion, oui, sont faites avec des appareils adaptés. Okay. Par exemple, l'arrêté que vous avez évoqué tout à l'heure, cet arrêté fait obligation à tous les hôpitaux, publics ou privés, qui mènent des activités transfusionnelles, de disposer à leur sein un dépôt de sang. Le dépôt de sang, c'est quoi? C'est une unité qui est localisée dans l'établissement de soins et qui est équipée d'un réfrigérateur type banque de sang, c'est-à-dire un appareil adapté pour la conservation des produits sanguins. Et lorsque le dépôt reçoit des poches d'un établissement de transfusion, il les stocke dans le réfrigérateur et pour délivrer ces poches-là aux malades qui en ont besoin. Donc, au niveau du centre de transfusion, les distributions sont faites vers les hôpitaux qui ont des dépôts. Et les dépôts stockent les produits pour les mettre à la disposition de façon nominative aux patients. Donc, le CNTS ne fait plus de distribution nominative, oui, aux patients. Merci, c'est une mission de l'hôpital. Oui, cette précision-là. Merci beaucoup, en tout cas, au docteur Tchimou Guépié-Jérémy. On rappelle qu'il est avec nous pour parler du circuit d'une poche de produits sanguins. Et lorsqu'on parle de produits sanguins, il y a plusieurs éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte. On parle certes du sang, mais du plasma, des globules et ce que vous venez de nous dire. Alors, professeur, docteur, ce qu'on va faire, on va marquer une pause. On va aller avec un micro-trottoir, questions posées à nos téléspectateurs et on revient dans quelques instants. C'est en 2017, j'ai fait une hémorragie interne où pratiquement je me suis vidé du sang, de tout mon sang. Le PMI de Yopougon m'a évacué à Ashma. Arrivé là-bas, il fallait qu'on me fasse une transfusion, sinon c'était pas bon. Difficilement pour avoir le sang. Parce qu'ils ont rempli, les trucs sont là à la banque du sang, ils ont dit qu'il n'y avait pas, surtout que j'étais du groupe O positif. Donc on n'en a pas trouvé sur le champ. Il a fallu que mon grand frère vienne. Et comme il avait une connaissance au sein de HMA, c'est à travers
cette connaissance-là qu'on a pu avoir, la poche de sang, mais qui nous a coûté 30 000. Ma grande soeur est tombée malade. Nous nous sommes rendus au CHU de Cocody. Elle avait un problème d'anémie. Et là-bas, quand bien même on avait l'argent, mais la procédure pour avoir le sang était tellement compliquée qu'ils n'ont pas pu régler son problème. Du CHU de Cocody, ils étaient obligés de la transférer à l'hôpital, au CHU de Trècheville. Au CHU de Trècheville, ils n'ont pas pu, ils étaient obligés de l'envoyer à l'hôpital général de Port-Boué. C'est là-bas qu'on a pu trouver du sang. Mais là-bas encore, pour trouver du sang, c'était encore très très compliqué. Moi, je donne mon sang quotidiennement. J'ai une carte de donneur. Quand bien même je me suis rendu dans les services, j'ai présenté ma carte, mais ils n'ont pas pu trouver une solution très rapidement au problème de ma grande sœur. J'ai le fils de mon ami qui a eu ce même cas. Il est au moins, donc pour avoir le sang vraiment au CHU de Cocody, c'était vraiment tendu, c'était très chaud. On a fait une semaine au CHU, c'était très difficile. On a même fait un coma d'une semaine. Donc pour cette histoire de sang-là, c'est pas du jeu. C'est un ami qui m'a envoyé un jour à Trècheville d'aller acheter le sang. Quand je suis arrivé, j'ai fait plus d'1 heure de temps. Hein. Après ça, il m'a dit qu'il n'aura pas le sang. Mais c'est le lendemain, on l'appelle pour dire non, qu'on peut trouver cette sanguine à Yopougon. Moi, je donnais le sang. Donc, ils m'ont dit comme ça que oui, quand tu donnes le sang, comme ça, si ton parent ou bien toi-même, je ne sais pas, tu as besoin de sang, tu peux avoir accès à le sang facilement. Mais c'était tout le contraire. Mon cousin était malade, il avait besoin de sang. Mais j'ai présenté ma carte pour avoir le sang, c'était tout un problème. On me disait non, le sang, il n'y a pas sang, ils vont faire venir le sang, on n'a qu'à patienter. On a fait près d'une semaine pour pouvoir avoir accès au sang. Voilà, ils donnent leurs avis sur les produits sanguins, surtout sur le sang. En même temps, ils nous partagent leurs expériences. Alors, on parle de difficultés dans l'approvisionnement des poches de sang, procédure difficile. Comment expliquez-vous un peu cela? Des personnes disent comme ça, moi je donne mon sang. Bon, c'est vrai que ce n'est pas notre sang qui nous attend là-bas. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Merci. La procédure n'est pas difficile. Oui. Peut-être que la procédure est méconnue. Quelqu'un qui donne du sang de façon régulière, lorsqu'il a besoin de sang, il est prioritaire. Il est prioritaire pour avoir le sang. Et en plus du donneur, il a des ayants droit. Ces ayants droit, c'est son père et sa mère, son épouse ou bien son époux, si c'est une dame, et les enfants du donneur qui ont moins de 18 ans. Parce que n'oubliez pas que le don de sang, c'est à partir de 18 ans. Donc, lorsque l'enfant atteint 18 ans, on suppose qu'il a atteint la majorité pour pouvoir faire le don de sang. Donc, toutes ces personnes que je viens de citer ont droit gratuitement au sang lorsqu'ils sont dans le besoin. Mais peut-être que les gens n'ont pas l'information, mais pour les ayants droit du donneur, il faut que je le précise aussi, il faut apporter la preuve que c'est un ayant droit. Si c'est par exemple le père ou la mère, on va demander votre pièce d'identité pour pouvoir vérifier les noms des parents. Si c'est un enfant, on va demander le carnet de naissance ou bien une photocopie de l'extrait. Et c'est souvent ces preuves-là qui font défaut. Maintenant, il y a une dame qui a dit son cousin. Mais vous voyez que ceux que j'ai cités, le cousin n'est pas dedans. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension. Vous dites les incompréhensions. Permettez-moi d'aller un peu plus en profondeur sans pour autant vous poser une colle. Alors, pourquoi est-ce que généralement le sang manque? Pourquoi le sang manque? Le sang manque parce qu'on n'a pas assez de donneurs. Aujourd'hui, si je prends la population ivoirienne, si elle est estimée à 25 millions, ça veut dire que nous devons prélever au moins 250 000 poches pour pouvoir répondre aux besoins de cette population. Il y a plein de campagnes qui se font dans les entreprises et tout, ce n'est pas suffisant? Il y a plein de campagnes, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents vis-à-vis du don de sang, pour peut-être des raisons qui leur sont propres. Sinon, les campagnes se font, mais quand vous arrivez sur le terrain, il y a des gens qui désistent. Il y a des gens qui désistent. Nous avons des associations d'organisation du don de sang qui viennent nous solliciter, qui disent, bon, nous avons peut-être 500 personnes qui veulent donner du sang, mais le jour de l'opération, lorsque nous arrivons, sur les 500 personnes prévues, peut-être c'est 100 ou bien 200. Donc, c'est pour dire que les gens n'ont pas encore adhéré pleinement au don de sang. Si on a beaucoup de donneurs et si on a des donneurs réguliers, on pourra satisfaire aux besoins de façon permanente.
actuellement, la période que nous traversons, il n'y a pas de problème. Parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de sang parce que nous sommes en train de mener une opération avec une entreprise de la place et que cette entreprise, lorsqu'elle commence des opérations de don de sang, c'est toutes les antennes de cette entreprise qui sont mobilisées pour nous donner du sang. Et ce qui fait qu'on arrive à satisfaire normalement aux besoins qui sont formulés par les hôpitaux. Est-ce que peut-être l'individu se reproche quelque chose et tout pour ne pas peut-être donner son sang? C'est ça qui va être le frein? Oui, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont peur des piqûres. Quand ils voient l'aiguille, ils ne peuvent pas supporter. Il y a des gens aussi qui vous diront qu'il ne veut pas donner du sang parce qu'il n'a pas envie de savoir son statut. Oui. Parce que quand on prend le sang est analysé. Bien sûr. Et quelqu'un qui n'a pas envie de savoir est-ce qu'il a le VIH ou pas, bon, mais il va s'abstenir de donner du sang. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons qui font que les gens sont encore réticents au don de sang. À votre niveau, lorsque ce sang est non conforme, qu'est-ce que vous faites? Lorsque le sang est non conforme, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sang est distribué à l'incinérateur. Oui. Parce qu'il ne faut pas laisser cette poche-là traîner. Pour l'individu? Pour l'individu, oui. On a un centre de suivi des donneurs qui prend en charge ces personnes-là. Donc, on leur demande, après le don, de passer sur le site et lorsqu'ils viennent, on leur donne de façon confidentielle le résultat. Parce que le résultat du donneur, c'est pour le donneur, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et lorsque vous avez le résultat, s'il y a une anomalie, le centre de suivi des donneurs fait la prise en charge. Revenons à nos produits sanguins, encore une fois, et surtout à ce système de distribution. Est-il sécurisé, ce système de distribution? Le système de distribution est sécurisé. En tout cas, au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Oui. Tout ce que nous sortons comme produit sanguin est tracé dans notre logiciel médico-technique qui est le Progesa. Aujourd'hui, lorsque vous retrouvez une poche et que vous nous communiquez le numéro, nous, on va vous dire quel est le jour, l'heure et l'établissement à qui ce produit a été destiné. Donc, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on n'a pas de problème. Quand le produit arrive dans les hôpitaux, on leur demande aussi de tracer tout ce qu'ils font. Ce qui n'est pas toujours le cas. Un produit qui a été destiné à un établissement X peut se retrouver dans un établissement Y. Et c'est à ce niveau-là que nous avons des soucis. Sinon, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le circuit de distribution est sécurisé et bien maîtrisé. Alors, dans notre micro-trottoir tout à l'heure, un centre hospitalier a été évoqué tout en disant qu'il n'y avait pratiquement pas de sang, même il n'y avait pas de sang. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau lorsqu'il y a, par exemple, une rupture de produits sanguins ou même de sang dans un hôpital, par exemple? Lorsque un hôpital est en rupture de produits sanguins, oui. Je pense que la première des choses, c'est que le gestionnaire ou bien le responsable du dépôt doit s'adresser au niveau du Centre national de transfusion sanguine via le service de distribution. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. Si celui qui est chargé de la gestion des produits sanguins ne remonte pas l'information vers le centre de transfusion, nous ne saurons pas que cet établissement est en rupture de produits sanguins. C'est vrai qu'il y a des établissements que nous servons de façon systématique chaque jour, comme les CHU, qui sont nos hôpitaux de référence. Mais pour les autres hôpitaux, s'il y a un manque, il faut que le gestionnaire ou le responsable fasse remonter l'information vers nous pour que, au cas où le produit est disponible, on puisse le mettre à disposition de l'établissement très rapidement. À travers tout ce que vous êtes en train de nous dire, on comprend aisément que la procédure, eh bien, elle est très simple. Oui. Et c'est un circuit simple et sécurisé. Bien sûr. Alors, donc on va rassurer encore les populations. C'est pour ça que nous sommes là. Oui. Alors, allons-y. Oui. Je voudrais dire à la population... Avant de terminer, oui. Quand vous avez un problème de sang, dans une structure hospitalière, il y a un dépôt au sein de cet hôpital. Il faut aller vers le dépôt et déposer votre demande de produits sanguins. Normalement, ce n'est même pas le parent de malade qui doit le faire. L'arrêté dont on a parlé tout à l'heure dit même qu'il est interdit de remettre le bon de sang aux parents de malade. Donc, c'est le service qui abrite le malade par le biais d'un agent de ce service que le bon doit aller au dépôt. Lorsque le dépôt a le dépôt va aussi faire un bon de commande et l'adresser, ce bon de commande-là, au service de distribution du Centre national de transfusion sanguine. Lorsque nous avons le bon de commande et que le bon de commande est réceptionné, à la fin de la journée, toutes les poches qui sont étiquetées et tous les bons de commande qui ont été réceptionnés, en tout cas, sont traités en tenant compte du stock disponible. En tenant compte du stock disponible. Parce qu'il peut y avoir des ruptures de certains groupes.
Il y a des groupes rares, Oui. tels que les O négatifs, les B négatifs. Donc, ces groupes-là peuvent être, en tout cas, déficitaires ou bien défaillants. Mais pour les groupes classiques, Oui. on arrive quand même à satisfaire tous ceux qui formulent leurs besoins à notre endroit. Dans les différents axes qu'on avait pu voir avant nos échanges, on a évoqué la qualification biologique. Oui. Oui. Qu'en est-il exactement? La qualification biologique, Oui. c'est l'analyse, en tout cas des tubes dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Parce que les tubes qui accompagnent la poche, quand ces tubes-là arrivent au laboratoire, il y a une série d'analyses qui est recommandée par l'OMS, telles que le VIH, les hépatites B et C, la syphilis et tout ce qui est groupe sanguin. C'est ça qu'on appelle la qualification biologique des dons. Ce n'est rien d'autre que des analyses dans le cadre du don de sang. Nous sommes avec le docteur Tchimou Guépie Jérémy. Il est médecin spécialiste en transfusion, responsable des prélèvements de sang, chef de service de la gestion du stock, de la distribution des produits sanguins, circuit d'une poche de produits sanguins. On va rapidement rappeler les produits sanguins. Nous avons le sang. Nous avons le concentré de globules rouges. Oui. Nous avons les plaquettes. Nous avons le plasma. Le sang total même est un produit sanguin. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les cryoprécipités, qui sont des concentrés de facteurs de coagulation. Alors, aussi pour toutes les personnes qui ont envie de donner leur sang, vous pouvez le faire tranquillement, Oui. aisément. Il y a des dispositions à prendre avant de donner son sang? Avant de donner son sang, il suffit d'être en bonne santé apparente. Ça, oui. Ça, c'est la première condition. Oui, Il faut être en bonne santé apparente. Il faut peser au moins 50 kilos. Oui. Et si c'est une femme, ne pas être enceinte, ne pas allaiter. Et lorsque vous vous présentez, vous avez entre 18 et 60 ans, ça aussi il faut que j'ajoute, vous vous présentez dans un centre de transfusion, on va vous enregistrer et vous allez passer devant un médecin. En plus des conditions que je viens d'énumérer, le médecin va faire un entretien médical, il va aussi rechercher d'autres éléments de contre-indication et à la fin de l'entretien avec le médecin, si le médecin n'a rien décelé comme contre-indication, vous allez passer en salle de prélèvement pour vous faire prélever. Le prélèvement d'une poche de sang dure en moyenne 10 minutes. Et après les 10 minutes, on dit au donneur de mettre un petit temps de repos. Et après le temps de repos, il passe à la collation. Il va à la cafette pour prendre sa collation. Oui. Et après la collation, si c'est un donneur régulier, il passe à la caisse pour prendre sa prime de transport qui est de 1 000 francs. Et si c'est un nouveau donneur, il attend le prochain don pour avoir sa prime de transport. Oui, moi j'ai voulu terminer avec cette question très, très, très importante, le coût. Le coût des produits sanguins est fonction des établissements qui abritent les malades. Et les établissements comme les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers régionaux, lorsque vous êtes dans ces établissements, une poche de sang adulte coûte 2 000 francs. L'unité pédiatrique, 1 000 francs. Si vous êtes dans un établissement comme le CHU, l'unité adulte qui était 2 000 francs au niveau des hôpitaux généraux passe à 5 500 et l'unité pédiatrique qui était à 1 000 francs passe à 3 000. Maintenant, pour le privé, la poche adulte fait 25 000 et l'unité pédiatrique fait 12 500. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le coût de production d'une poche est évalué à 30 000 francs au moins et cette évaluation a été faite depuis 2004. Ce qui veut dire que quel que soit le lieu où le patient se trouve, que ce soit le privé ou le public, ça veut dire que la poche de sang est subventionnée. Et le CNTS ne fait pas de bénéfices sur les produits sanguins. Merci beaucoup au docteur Tchimou Guépie Jérémy. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous dans ce jeudi santé, voilà, dans Matin Bonheur. Bonne suite de programme sur RTI 1. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce numéro de Matin Bonheur. On sera ensemble demain, vendredi, pour parler, bien sûr, culture et terminer la semaine en beauté.